Bonsoir, mardi 29 septembre, bienvenue dans le journal de TV78, c'est l'essentiel de l'actualité locale. Tout de suite, les titres de cette édition. Des tables rondes, conférences et ateliers pour faciliter la transition digitale. Les assises du numérique se tenaient aujourd'hui à Montigny-le-Bretonneux. Un rendez-vous pour les élus alto-séquanais et yvelinois organisé par Seine et Yvelines Numérique. Son directeur général délégué, Laurent Rochette, est notre invité. Et depuis la fin août, ce conteneur est installé dans le quartier du Val-Fouré à Mantes-la-Jolie. C'est une plateforme originale d'accès à l'emploi. Les candidats peuvent s'y rendre sans CV ni lettre de motivation pour trouver un job ou être informés. Et puis cette performance le week-end dernier à Saint-Germain-en-Laye, Fabrice Pancrazi a couru 45 heures sur un tapis roulant, une course de 160 km et 10 000 mètres de dénivelé au profit de l'association Vaincre la mucoviscidose. À suivre également dans un instant un reportage sur un atelier de bande dessinée avec des personnes condamnées ou suivies par la justice. C'est en vue du 27e festival de la BD de Buc au programme en octobre prochain. Et j'accueille d'emblée sur ce plateau Laurent Rochette. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur général délégué de Seine et Yvelines Numérique, l'opérateur public interdépartemental organisé ce mardi les assises du numérique. C'était à la ferme du Manet à Montigny-le-Bretonneux. Le numérique qui est omniprésent dans nos vies et suscite encore quelques interrogations, notamment chez les élus. Regardez ce sujet d'Astrid Bergère. Comment réussir la transformation digitale de nos territoires? C'était tout l'objet des 3e assises du numérique. Parmi les thèmes abordés, l'e-santé, la sûreté urbaine, la dématérialisation ou encore le numérique pour l'éducation. Et cette année, ces sujets ont une résonance particulière. Pendant évidemment la crise sanitaire et le confinement qu'on a connu, on a vu que le numérique prenait vraiment une place prépondérante dans la vie des citoyens. La première table ronde était consacrée au numérique pour l'éducation. Raccordement à la fibre très haut débit ou achat de vidéoprojecteurs interactifs, les établissements opèrent un tournant. Et depuis 2015, 18 collèges des Yvelines participent à un projet pilote grâce auquel 10 000 élèves et 1000 professeurs ont reçu des tablettes. Un des souhaits était de travailler le passage du manuel scolaire papier traditionnel à un ensemble de ressources numériques, dont les manuels scolaires numériques, pourquoi pas. Cette table ronde était donc l'occasion, entre autres, de faire le bilan de ce projet pilote qui s'achève cette année. Pour les élèves, l'ajout d'appareils numériques comme la tablette en plus des outils papier semble bénéfique. La tablette leur sert pour leurs cours, la tablette leur sert au moment des examens aussi, puisque nous avons intégré dans l'oral de soutenance du brevet des collèges le fait qu'ils soient en mesure de montrer un usage pertinent de leur outil numérique. Et cela va aussi développer des ambitions personnelles chez les élèves. Le bilan est d'autant plus positif pour cet établissement qu'élèves et professeurs ont utilisé la tablette pendant tout le confinement. Ça nous a permis de garder du lien véritablement avec nos élèves et de continuer un travail de qualité. Ça n'a pas juste été un pis-aller. Moi je dis souvent en m'en amusant, mais comme on n'avait pas les scories du quotidien, et pour la première fois depuis 20 ans, j'ai terminé mon programme en 3e en lettres. Au total, plus de 400 personnes ont participé à cette 3e assise du numérique. Voilà pour ces assises du numérique avec un focus, vous l'avez vu, sur l'e-éducation, mais pas que, ça a été dit, Laurent Rochette, dans le sujet. Ce sont des assises du numérique qui interviennent dans un contexte particulier, la crise sanitaire, le confinement aussi, où forcément les Français utilisaient davantage leur connexion Internet pour rester en lien avec leur famille, leurs proches. Est-ce qu'à votre avis, il y a une prise de conscience de tout l'enjeu du numérique cette année, ou est-ce qu'elle n'est pas nouvelle, finalement, cette prise de conscience ? Elle était un peu sous-jacente depuis déjà un certain temps, mais je dirais qu'elle a pris une certaine matérialité, effectivement, à l'occasion du confinement. On a bien vu que sans le numérique, il n'aurait pas pu se passer grand-chose, que ce soit pour les élèves à l'école, les actifs en matière de télétravail, ou même les seniors qui ont pu garder une forme de contact avec leur famille au travers du numérique. Si on revient sur les objectifs de ce rendez-vous, il est adressé aux élus, aux collectivités. C'est pour leur dire, emparez-vous de ces sujets, on ne peut pas faire sans le numérique aujourd'hui ? Absolument. On est à un moment particulier puisque pour ce qui concerne en tout cas les élus communaux et intercommunaux, donc ce qu'on a l'habitude d'appeler le bloc communal, les élus se trouvent à un début de mandat. Donc ils sont en train de mettre en œuvre un projet de mandat tel qu'ils ont pu le définir ou le présenter devant leurs électeurs. Et dans cette mise en œuvre, l'idée c'est effectivement de leur proposer une collaboration, de s'appuyer sur Seine et Yvelines Numérique qui est un outil de mutualisation et d'expertise,
de manière à leur faire gagner du temps et de gagner en efficience financière comme opérationnelle. D'autant que si on est à la tête d'une commune, c'est une thématique transversale. Ça va concerner l'éducation, on l'a vu dans ce sujet, aussi la sécurité, les télécommunications. C'est vraiment transversal cette thématique du numérique. Oui, c'est d'ailleurs l'objectif de ces assises 2020. Précédemment, nous avions déjà tenu 2 fois des assises qui étaient très tournées vers le l'e-éducation. Et nous avons souhaité, bien sûr, continuer à parler de l'e-éducation. On a bien vu à l'occasion du confinement quelle importance elle avait, mais aussi élargir sur d'autres thématiques. Et d'ailleurs, si on dresse un premier bilan, est-ce que les élus étaient au rendez-vous aujourd'hui? Est-ce qu'ils étaient intéressés par ces thématiques? Alors, je ne vous cache pas que dans le contexte qui est le nôtre, nous nous interrogions sur la participation réelle que nous allions avoir au-delà des quelques 400 inscrits. Et nous avons eu une participation massive puisque la quasi-totalité des inscrits étaient présents et quelques personnes sont venues sans forcément avoir été inscrites. Donc on a dépassé ce seuil des 400 inscrits, ce qui démontre bien encore une fois dans cette période que le numérique, la transition numérique, l'intégration du numérique dans le quotidien des uns et des autres est une thématique extrêmement importante pour les élus. Quelques mots sur Seine-et-Yvelines Numérique, qui est un syndicat mixte ouvert qui a été créé en 2016. Alors, à l'origine, ça s'appelait Yvelines Numérique, mais depuis le 1er janvier de cette année, vous vous êtes élargi, en plus des Yvelines, aux Hauts-de-Seine. Oui, alors d'abord, le Yvelines Numérique créé en 2016, c'est la volonté du département et des intercommunalités yvelinoises de constituer une plateforme d'expertise et de mutualisation technique et des ressources pour, encore une fois, finalement, faire que la dépense publique soit plus efficiente et qu'on trouve facilement de l'expertise. Et vous n'êtes pas sans savoir que les présidents des 2 départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine ont engagé, il y a maintenant plusieurs années, un projet de rapprochement qui nous a concernés, effectivement, au 1er janvier, puisque le département des Hauts-de-Seine est venu rejoindre les adhérents d'Yvelines Numérique, devenus Seine et Yvelines Numérique. C'est donc un doublement, je dirais, de périmètre et de la surface du syndicat qui couvre désormais 3 millions d'habitants. Avec un objectif principal aussi pour le syndicat, c'était le déploiement de la fibre optique sur le territoire. L'objectif était de pourvoir en très haut débit le territoire yvelinois d'ici la fin 2020. Est-ce qu'on est dans les temps ou finalement est-ce que cette crise sanitaire a fait prendre du retard dans ce projet? Alors, on n'est pas encore à la fin de l'année, donc faire la jauge, la mesure de la jauge maintenant pour décembre, c'est un peu compliqué. Néanmoins, sur ce territoire rural yvelinois, la mesure que nous avons faite au mois de septembre du déploiement engagé par l'opérateur TDF dépasse l'engagement qui était pris pour septembre. C'est-à-dire qu'en clair, TDF était engagé pour septembre à déployer 70% des prises dans les foyers et le chiffre qui a été relevé sur le terrain est de 76%. Donc on voit bien que tous les feux sont au vert pour que l'objectif soit atteint à la fin de l'année. Maintenant, on va rester prudent et on va attendre la fin de l'année. Le Covid n'a manifestement pas retardé les déploiements, même s'il a sans doute compliqué le travail de TDF. Donc l'autre objectif, c'est aussi de développer les services numériques sur le territoire. Alors vous avez pour ce faire une centrale d'achat qui permet de simplifier les achats pour les élus, pour les collectivités, c'est ça? Absolument. Ce que nous avons noté, c'est que la commande que nous passait le département, par exemple, en matière d'e-éducation pour équiper les collégiens, générait des volumes tellement importants que nous pouvions en faire bénéficier le bloc communal, puis maintenant également le département des Hauts-de-Seine et les communes des Hauts-de-Seine. Donc, à un moment donné, plutôt que de passer des marchés pour le seul département avec des volumes importants, nous avons constitué une centrale d'achat qui est ouverte au bloc communal et qui compte maintenant plus de 70 adhérents. Et donc voilà pour cette centrale d'achat. Juste un dernier mot, il nous reste moins d'1 minute sur les dossiers en cours pour Seine-et-Yvelines Numérique. On parle beaucoup de la 5G. Est-ce que c'est un dossier qui vous concerne ou pas du tout? Est-ce que vous êtes tourné vers d'autres dossiers? Oui, c'est un dossier qui nous concerne, sur lequel on est en train de regarder quelle position nous pourrons avoir sur le sujet. Alors pas de position idéologique, je dirais dans le contexte actuel, mais en termes de déploiement, pour nous, il y a 2 enjeux. Le premier, c'est la 5G va nécessiter beaucoup plus de points hauts et donc il y a lieu de regarder comment on peut jouer peut-être un rôle de régulateur sur l'implantation de ces points hauts en assistant les communes d'une part, mais aussi les opérateurs qui ont toujours du mal à trouver des points hauts nouveaux. Et puis la 5G va jouer un rôle dans tout ce qu'on appelle Smart City, c'est-à-dire la capacité de connecter des capteurs terrain. Et donc on va regarder aussi bien l'un que l'autre de ces 2 sujets. Merci Laurent Rochette d'être venu en plateau. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le directeur général délégué de Seine-et-Yvelines Numérique.
Dans l'actualité également, nous avons appris cette disparition hier. André Sylvestre, ex-maire de Magnanville, est décédé samedi à l'âge de 79 ans. Il avait été le premier magistrat de la commune pendant 31 ans entre 1983 et 2014, conseiller général des Yvelines également de 2001 à 2015. Ancien instituteur, André Sylvestre avait pour habitude de terminer tous ses discours par un poème. Le mois dernier, les Yvelines ont enregistré un chômage qui progressait de 4,45% pour la catégorie A dans le département. Pour faciliter l'accès à l'emploi, et des solutions originales aussi émergent, comme ce conteneur qui est installé depuis la fin août sur le parking de la Dalle du Val-Fouré à Mantes-la-Jolie. Il est proposé par la société CapJob. Les détails avec ce sujet d'Éléonore Sinoquet de Célia Gatsongo. Un conteneur, c'est le lieu insolite que le groupement d'employeurs CléJob a installé depuis fin août dans le quartier du Val-Fouré à Mantes-la-Jolie. Objectif, permettre aux jeunes de trouver un emploi ou une formation. Pourquoi une boîte métallique? Parce que c'est peut-être le format le plus ouvert, en tout cas c'est ce que nous avons trouvé, c'est-à-dire pour être plus hors les murs, pour être plus ouvert à tous les publics, pour justement attirer même parfois par curiosité. Mais de toute façon, tous ceux qui nous approchent sont concernés d'une manière ou d'une autre par l'emploi ou la formation. Appelé kiosque pour l'emploi et installé jusqu'à fin 2021, municipalités et entreprises espèrent repérer 1000 jeunes et réaliser 100 à 150 embauches directes. C'est une bonne chose parce qu'ici on est au cœur du quartier du Val-Fouré, l'endroit où il y a le plus de chômage à Mantes-la-Jolie, notamment chez les jeunes. Et donc le fait d'être en hyper proximité et surtout de proposer des offres d'emploi immédiatement disponibles suite à un process qui est en train d'être rodé, ça permet de répondre tout de suite aux demandes d'emploi. Pour le préfet délégué à l'égalité des chances, ce concept s'inscrit dans le plan de relance mis en place par le gouvernement, dont un tiers des actions concernent l'accès à l'emploi des jeunes. Il faut des initiatives comme ça partout sur le territoire pour montrer aux jeunes des quartiers que l'accès à l'emploi est possible. Que l'accès à l'emploi n'est pas réservé aux autres, que ce n'est pas toujours pour les autres que la République tient ses promesses, mais que c'est pour tout le monde et notamment et surtout pour eux qui en ont plus particulièrement besoin. Une douzaine de concepts similaires sont ou seront installés dans la région parisienne. Dans les Yvelines, un autre conteneur sera bientôt disponible dans la gare de Versailles-Chantier. C'est justement dans une dynamique d'insertion et aussi pour redonner confiance en soi qu'est organisé depuis 3 ans maintenant cet atelier au programme de la bande dessinée avec des personnes placées sous main de justice. Il était organisé il y a quelques jours au château de Buc en vue du 27e festival de la bande dessinée qui est prévu dans la commune en octobre. Astrid Bergère et Marie Panetra. Pour la 3e année consécutive, le château de Buc accueille des personnes placées sous main de justice pour des ateliers. 3 hommes condamnés, laissés libres, se sont retrouvés avec un auteur. Le but, échanger entre eux et découvrir le monde de la BD. On est plutôt sur des personnes qui n'ont pas l'habitude de faire ce genre d'activité, qui n'ont peut-être pas l'habitude non plus de faire des activités socialisantes ou être dans des associations. Et puis aussi des personnes qui peuvent avoir une mauvaise image d'elles-mêmes, être dans quelque chose de valorisant. Partir du principe que certains ne savent pas dessiner et au bout de 2 jours, ils savent faire quelque chose. Les participants viennent sur la base du volontariat. À l'issue des 2 jours d'atelier, une affiche commune est réalisée. Dans la BD, on trouve tout. C'est vraiment quelque chose qui rassemble toutes les générations, tous les styles. C'est ludique. Alors, on a l'impression que c'est juste des bulles avec des dessins, mais pas du tout. Il y a une recherche, il y a une vraie technique. C'est tellement vaste, c'est tellement riche que je pense que tout le monde y trouve son compte. Cet atelier profite bien sûr aux participants, mais pas que. L'auteur encadrant aussi y trouve son compte. Depuis maintenant 3 ans, c'est le dessinateur Eroc, à qui on doit notamment la BD Les Profs, qui conduit l'atelier. Ce que ça peut m'apporter, moi, justement, c'est de voir d'autres gens que le public habituel de la BD. Parce qu'on est dans un petit milieu un peu fermé, c'est-à-dire les fans de BD, les enfants qui lisent mes BD que je connais. Je sais ce qui leur plaît ou pas dans mes BD. Donc c'est une espèce de ronron qui fait que là, c'est différent. Là, je vois des gens qui ne s'intéressent pas forcément à la BD. Ça m'apporte déjà des contacts différents. Un atelier qui s'inscrit dans le cadre du Festival de la BD de Buc. Il aura lieu les 10 et 11 octobre 2020. 500 000 € pour la commune de La Verrière. Le chèque a été remis cette semaine par l'Île-de-France dans le cadre de son contrat d'aménagement régional. Cette somme va être utilisée pour la réfection de la voirie en centre-ville et aussi pour la réhabilitation de l'ancienne PMI en crèche. Les travaux du bâtiment situé tout près du Scarabée ont déjà débuté et devraient se terminer au printemps 2021. La crèche accueillera 45 berceaux.
Autre projet, mais qui lui fait débat dans le nord des Yvelines, le conseil départemental veut créer une voie de contournement de la route départementale 154. L'objectif, c'est délester les centres-villes du trafic de transit, une réalisation qui va impacter les communes de Vernouillet, Verneuil-sur-Seine et de Chappey. Une réunion publique se tenait en fin de semaine dernière. Les précisions d'Éléonore Sinoquet. Pour ou contre, voilà ce que les 3 maires de Verneuil-sur-Seine, Vernouillet et Chappey demandent à leurs habitants. Ils ont lancé une consultation publique autour du projet de déviation de la route départementale 154 qui traversera le bois de Verneuil. Le début du chantier est prévu pour fin 2020. Les 3 élus ont donc organisé une réunion publique afin d'en débattre. Le maire de Chappey, lui, est ouvertement contre. Ses 2 confrères n'ont pas pris position. Chappey est complètement congestionné. Chappey est complètement à saturation aux heures de pointe et maintenant ça va complètement empirer. Et donc au niveau purement chappétois, les lectures de la carte nous montrent que cette déviation est une catastrophe. Mon objectif, c'est de trancher 60 ans de débat. Il y a des personnes de ma liste qui sont pour cette route, d'autres qui sont contre cette route. Je leur laisse leur liberté de parole. En tant que maire de la ville, j'ai pas d'avis tranché. Il y a des avantages et des inconvénients selon la partie du territoire. Si on habite dans le bas de la ville, le boulevard de l'Europe aujourd'hui est une vraie fracture urbaine. Elle divise le quartier du Parc en 2. Par contre, on a une plaine agricole. Donc si cette départementale est construite, ça sera une autre fracture urbaine qui sera construite dans la plaine agricole. Quel que soit leur point de vue, les 3 élus ont promis de s'aligner sur l'avis des habitants, des avis qui étaient évidemment partagés lors de cette réunion publique. Arrêtons de massacrer la nature, laissons nos arbres, laissons les animaux, laissons les espaces humides. Ce projet-là, je pense qu'il faut le faire. La consultation se fera en 2 fois, d'abord numérique du 1er au 8 octobre, puis un vote physique sera organisé dans les 3 municipalités le 11 octobre. Mais rien ne garantit toutefois que les élus du département qui n'étaient pas présents lors de la réunion tiennent compte des résultats de cette consultation. On prend maintenant la direction de Saint-Germain-en-Laye pour cette performance retentissante. Un ultra trailer Fabrice Pancrazi a couru durant 3 jours, 45 heures sur un tapis roulant au profit de l'association Vaincre la mucoviscidose. C'était le week-end dernier à l'occasion de la Virade des Rois. Retour avec Mickaël Elmidoro. Une première mondiale à Saint-Germain-en-Laye, installée sur un tapis roulant devant le château. L'ultra-trailer Fabrice Pancrazi a parcouru 160 km avec 10 000 mètres de dénivelé sur 3 jours. Cette performance inédite a été organisée pendant la Virade des Rois pour vaincre la mucoviscidose. Je vous avoue, je suis totalement épuisé. J'ai dormi 1 heure la nuit dernière, avant-hier, et 2 heures cette nuit, et je dormais dans ma voiture qui est juste en face. Donc je suis totalement épuisé. Et puis il y a l'effort physique, qui est extrêmement difficile puisque sur un tapis on fait toujours le même geste. Ça veut donc dire que ce sont toujours les mêmes muscles qui travaillent. Pendant ces 45 heures d'effort de ce vendredi 25 au dimanche 27 septembre, le sportif a également pu partager cette aventure avec de nombreux passants grâce à un 2e tapis installé juste à côté de lui. L'idée était aussi de faire participer les gens qui donnent aussi le public et puis les amis qui viennent l'encourager. Et donc il y a un tapis et ils l'ont accompagné là aussi avec des exploits, des gens qui ont fait 30 km de nuit à plus de 10 km/h de moyenne. Au total, l'Ultra Trail de Fabrice a permis de récolter plus de 9 000 €. Vous pouvez continuer à faire vos dons à l'association pendant encore 1 mois par téléphone. Un Yvelinois à Roland-Garros, le Saint-Germanois Arthur Rinderknecht était hier sur la terre battue parisienne. Le 162e joueur mondial bénéficiait d'une wildcard. C'est une invitation pour disputer son premier tournoi du Grand Chelem à 25 ans. Malheureusement pour lui, la route s'arrête dès le premier tour. Défaite après 3 heures 23 minutes de jeu face au Slovène Aljas Beden en 4-7, 6-2, 6-7, 6-4, 6-4. Arthur Rinderknecht n'est pas parvenu à profiter du gain de la 2e manche, mais a tout de même fait bonne figure face au 56e mondial. Il est encore engagé à Roland-Garros en double. Il jouera demain. Dans un instant, nouveau numéro du 7-8 Culture sur TV 78 avec aux manettes Justine Brasier. Bonsoir. Bonsoir. Alors, de quoi allez-vous nous parler ce soir ? Eh bien, on parlera de l'exposition d'Alésia Rome qui s'est installée au Musée d'archéologie nationale et elle retrace l'aventure archéologique de Napoléon III. Et puis, la commanderie fait aussi nuit blanche. De nombreuses animations sont prévues, expositions vidéo, œuvres interactives, acro-danse. Et puis, le festival de BD de Buc revient au château. Dédicaces, rencontres avec les auteurs et expositions vous attendent.
Merci Justine, le 7-8 Culture, c'est dans un instant, c'est à partir de 18h30 sur TV78. Voilà, c'est la fin de ce journal, merci de votre fidélité, belle soirée à tous sur TV78.